enregistrement, comme ça ce sera fait et on n'oubliera pas. Donc pour cette 10e, on s'est un petit peu étoffé au niveau sponsoring. On a gardé nos sponsors de l'année dernière qui nous ont vraiment bien soutenus, même en période de confinement obligatoire. Et on accueille ici Cetour qui, je vous invite à aller faire un site sur leur site, une visite sur leur site internet. C'est une petite marque de fabrique bien de chez nous à Tours, qui est bien sympathique et qui a bien voulu nous aider cette année. Donc voilà, on les remercie tous parce que vraiment sans eux, on ne serait pas là. Au niveau calendrier, alors c'est un peu particulier, hein, cette année on ne va pas se le cacher, on a quand même réussi à se faire vraiment plaisir très égoïstement en appelant des personnes qu'on adore. Donc, et on commence vraiment dès ce soir. On a des petites surprises qui vont arriver. On vous a juste affiché les 3 premières dates pour les TEDx d'octobre. Donc, il y aura Horacio qui viendra nous faire un petit sujet sketchnoting comme il avait déjà si bien fait lors de la présentation de Quentin en mai. En novembre, on aura Aurélie Vache qui prendra le temps cette fois de nous parler de syndrome de l'imposteur parce que la dernière fois qu'on l'a vue, nous, c'était à Tour Tech. Et elle avait fait ça en 1/4 d'heure, 20 minutes. Et voilà, on l'adore vraiment cette conf. Donc, on a le plaisir de vous la représenter. Et en décembre, un petit Rex DevOps bien sympathique qui va arriver. Et on donnera des informations un peu plus tard parce que ça risque d'être sacrément bien aussi, ça. Et voilà, on attend les dates et les interlocuteurs. J'espère que s'il y a des noms japonais ou des choses comme ça, il y a grande chance qu'on parle de ça à ce moment-là. Teasing. Et en 2021, on espère qu'on sera en physique parce qu'on n'aura plus besoin de... Ah, je ne sais pas. On creuse les doigts. En parallèle, donc nos petits copains du coin, je vous invite à aller checker de temps en temps chez... Alors, nous, on passe côté Eventbrite, eux, par Meetup. Il y a le Tour Jug et la Fub Tour. La Fub Tour fait aussi sa rentrée ce soir. Donc, on fait un petit parallèle. Coucou à tout le monde. Et puis, voilà. Le Tour Jug, le mois prochain, il y a certainement un sujet, mais on n'avait pas le sujet vraiment avant. Mais n'hésitez pas à aller checker sur leur site aussi. Et enfin, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaissent pas encore, voilà, nous, c'est la TEDx, c'est pas encore affiché chez vous. Voilà. Donc, Stéphane et moi qui avons créé ça l'année dernière, qui avons passé une superbe première année et qui avons hâte, voilà, d'en renouveler une deuxième. On vous partagera les slides hein, si vous êtes intéressés par les différents liens qu'on a présentés. Et pour info, cette année, on est assez content, assez fiers de nous parce que, alors, il faut bien trouver le bonheur là où il est, hein, hélas, en ce moment. Voilà, on a des petits masques. Alors, je vais arrêter le partage peut-être pour que vous voyez. Et alors, il y en a différentes sortes. Hein. Il y a le noir, voilà, super joli. Il y a le blanc, voilà, super joli. Et pourquoi on vous en parle? C'est que du coup, cette année, on innove. Et puis, on veut vous aider, on veut que vous soyez en bonne forme tous. Donc, il y en aura peut-être un à choisir, à gagner. Et je laisserai Frédéric et Julien déterminer le regagnant qui pourra choisir sa forme. Alors, il y aura 2 critères pour le gagnant. Le premier critère, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Voilà. Et le deuxième critère, c'est que ça sera complètement arbitraire à la tête du client. Donc, grosso modo, vaut mieux participer. Voilà. D'accord. Ok. Donc, il faut suivre jusqu'au bout. C'est ça la règle, en fait. Ouais, ou poser des questions. Ou voilà. Ça fait 2 très bons critères. Super. Mais écoutez, du coup, Frédéric et Julien, on vous laisse la main. Ouais. Et puis, c'est parti. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction, effectivement, à un sujet qui s'appelle à la découverte des tests automatiques. Je vais juste partager mon écran. Donc, le principe, c'est qu'on a voulu faire un sujet relativement, comment dirais-je, un sujet de découverte. Donc, on ne va pas évoquer des choses très complexes. On a fait le constat avec Julien sur le terrain que les tests automatiques n'étaient pas forcément une pratique très répandue et que c'était compliqué d'écrire le premier test automatique. Et donc, on s'est concentré un peu sur
sur cet aspect d'écriture du premier test automatique. Mais on a un peu de temps, notamment avec les questions et les réponses. Donc, s'il y a des questions un peu plus élaborées, notamment si vous voulez qu'on échange sur le BDD, sur le TDD, ce genre de choses, bien entendu, on sera à votre disposition pour y répondre. Donc, en fait, conférence qui va se dérouler en plusieurs temps. On va d'abord rappeler rapidement les enjeux, essayer de définir un peu ce qu'est un test automatique, pourquoi on les fait, dans quel contexte on les fait, à quoi ça sert. Ça, c'est la toute première partie. Ensuite, on va partir sur du live coding. Donc, heureux développeurs, c'est parfait. Pour les gens qui ne développent pas, retenez votre souffle. On refera une séance d'échange un peu en seconde partie. Et puis, on terminera encore par du live coding et puis les questions-réponses. Donc, ça, c'est pour le plan. Alors, les tests automatiques, pour introduire le sujet, les tests automatiques sont extrêmement liés à la notion de régression. Et donc, il y a une petite anecdote pour les plus vieux d'entre nous. Ils se souviennent peut-être qu'en juin 1996, on a eu le premier décollage d'Ariane 5 et qui, au bout de 30 secondes, nous a offert le plus beau spectacle pyrotechnique qu'on ne s'est jamais payé. Quand même, un spectacle pyrotechnique à plus de 720 millions de dollars. Et quand ils ont enquêté pour savoir pourquoi Ariane 5 avait explosé, eh bien, en fait, on s'est rendu compte que il y avait un composant qui venait d'Ariane 4 qui fonctionnait parfaitement bien. Il y avait les composants d'Ariane 5 qui fonctionnaient parfaitement bien. Et le composant d'Ariane 4 qui avait toujours parfaitement bien fonctionné, quand on l'a mis dans Ariane 5 qui, par ailleurs, fonctionnait parfaitement bien, eh ben, l'ensemble ne fonctionnait pas. Et ça s'appelle une régression. C'est-à-dire qu'on a un composant, celui d'Ariane 4, qui a toujours fonctionné. On ne touche pas au composant, on touche ce qu'il y a autour, et le composant qui fonctionnait se met à ne plus fonctionner. Donc ça, c'est une petite illustration d'une régression. Et je trouve qu'à titre professionnel, j'en ai vécu une, qui a coûté moins cher. Il fut à l'époque où je travaillais sur un outil de collaboration, et en fait, on avait déployé un module de chat. Et le lendemain, quand on est arrivé au travail, il y avait le support téléphonique qui était en feu, le support des utilisateurs. Donc, on a passé une tête dans l'encadrement de la porte. Et puis, on a demandé ce qui se passait. Et les gens du support nous ont dit, eh ben, on a un gros problème avec le module de réservation de réunion. Et nous, on avait mis un nouveau module qu'on avait bien testé, qui était le module de chat. Donc, forcément, on s'est dit, oh, on n'y est pour rien. Et nous sommes passés fiers tels des développeurs et nous sommes allés dans nos bureaux, aller continuer à développer en se disant « ouf, c'est pas nous ». Et puis dans la journée, les gens du support sont venus nous voir en disant « ah, c'est quand même bizarre, ça a vraiment démarré quand il y a eu la mise en production, il y a une sacrée coïncidence ». Et donc on a investigué un peu plus. Et en fait, dans le module de chat qu'on avait mis en production, il y avait une méthode JavaScript qui, sur un des navigateurs, pas le plus utilisé, celui qui pose toujours problème, donc, je ne vous dirai pas lequel, vous avez deviné, et donc sur un des navigateurs, eh bien, en fait, faisait changer la taille d'une fenêtre et ne permettait plus aux utilisateurs d'utiliser la fonctionnalité de réservation des réunions. Et donc ça, c'est une régression. Le module qu'on a mis en production fonctionnait parfaitement bien et ça avait introduit un dysfonctionnement sur du code existant. Comment on pouvait se prémunir de ça? Bien, tout simplement en testant l'intégralité des fonctionnalités qui avaient été développées à ce jour. Petit problème, le produit avait plus de 10 ans. Donc, il fallait réexécuter 10 ans de tests à chaque fois qu'on faisait une évolution du produit. Pareil pour Ariane 5, comment est-ce qu'on aurait pu éviter, d'ailleurs la seule manière d'éviter que le premier lancement d'Ariane 5 explose, c'était de tout retester, y compris de retester le composant d'Ariane 4 qui fonctionnait parfaitement dans le contexte d'Ariane 5. Et ça veut dire que pour éviter les régressions, on n'a pas le choix, il nous faut retester l'intégralité des fonctionnalités à chaque mise en production.
Et là, on va comprendre qu'on a un petit souci, un tout petit souci. On va faire une expérience de pensée. On part sur un nouveau développement. On a une semaine de développement. On commence le lundi. Le vendredi à midi, on arrête les développements et on consacre le vendredi après-midi au test. OK, très bien. Ça, c'est la première semaine. La deuxième semaine, quand est-ce qu'on doit s'arrêter à faire les tests? Et là, je vais poser la question. Alors, je ne vois plus rien. Hein. Je ne vois plus le chat, je ne vois plus rien, mais du coup, je vais poser la question pour voir s'il y a des réponses. T'inquiète pas. Alors, est-ce qu'il y a des réponses à cette petite question? Première semaine, j'arrête le vendredi après-midi pour faire mes tests. Deuxième semaine, quand est-ce que j'arrête pour faire mes tests de développer? Plouf, plouf. On a perdu tout le monde? Non, 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 je pense que tu nous poses une colle et du coup, même moi, j'hésite. Alors, je vais quand même… Il y a Florian qui dit le jeudi. Le jeudi. On n'est pas obligé de donner une heure. Non, pas. Alors, c'est surtout combien de temps on va consacrer au test. Mais en fait, il va falloir la deuxième semaine, non seulement tester ce qu'on a développé la deuxième semaine, mais retester l'intégralité de ce qu'on a développé la première semaine. Donc, grosso modo, on va avoir 2 demi-journées de tests à faire. Et là, vous voyez bien la petite blague, c'est qu'au bout de 10 semaines, Oui. à chaque fois que vous faites une modification dans le code source, eh bien, il faut tout retester et la totalité de vos ressources, on part du principe que c'est toute l'équipe de dev qui teste, la totalité de l'équipe de dev va se mettre à faire des tests. Et normalement, la quantité de tests que l'on fait s'accroît avec le temps. Alors, bien entendu, il y a des petits malins qui nous disent qu'ils sont capables de savoir où vont avoir lieu les régressions. Alors là-dessus, je pose juste une question. Mais si on était capable de déterminer à l'avance où est-ce qu'il va y avoir les régressions et donc où faire les tests, comment ça se fait qu'on ait encore des régressions? C'est juste antinomique. Si je suis capable, à chaque fois que j'écris une ligne de code, de connaître tous les effets de bord, il n'y aurait jamais eu de régression dans l'histoire de l'informatique. Donc une régression, c'est quelque chose qui par nature est imprédictible. Donc comme c'est imprédictible, on ne sait pas où elle va avoir lieu. Donc, il va falloir retester l'intégralité. Alors, que font les entreprises qui sont confrontées à ce choix-là? Il y a plusieurs possibilités quand on doit refaire tous les tests. La première des possibilités, c'est de ne pas les refaire. C'est-à-dire qu'on teste juste le nouveau composant, la nouvelle fonctionnalité, et pour le reste, on allume un cierge, on prie, et puis voilà. Donc, en fait, on livre du caca à nos clients. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qui a été très à la mode une époque, notamment au siècle passé, et qu'on trouve encore quelquefois, c'est de regrouper les mises en production pour refaire les tests qu'une seule fois. Ah oui, parce que refaire les tests, ça coûte cher. Et donc, on va retarder les mises en production, parce qu'une mise en production, ça coûte cher. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va introduire du délai entre le moment où la fonctionnalité est développée et le moment où on va la livrer. Juste parce que ça coûte cher de faire des tests. Okay? Alors, que vont choisir les entreprises? Souvent, ils vont choisir le pire des deux. Hein, c'est-à-dire que non seulement le client va beaucoup attendre qu'il ait des mises à jour sur son logiciel, et en plus, quand on va lui faire du mise à jour, ça va être du caca. Voilà. Donc, ça, c'est la réalité du terrain. Et quand on fait des tests manuels, et quand on fait des tests de non-régression manuelle, je passerai sur la blague d'externaliser des tests dans d'autres pays avec des gens qui ne comprennent pas la langue, ni le logiciel, ni quoi que ce soit. En fait, quand on fait du test manuel, on est inexorablement confronté à cette situation-là. Les tests automatiques, ils sont juste là pour répondre à ces questions-là. Donc, premier enjeu des tests automatiques, éviter les non-régressions. Et les tests automatiques, c'est la seule manière sérieuse de faire des tests de non-régression, parce qu'on voit qu'autrement, ça prend une ampleur considérable et qu'on n'a pas les ressources pour faire à la main. Le deuxième enjeu des tests automatiques, et ça c'est moins souvent perçu, c'est de pouvoir faire des mises en production beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquentes, puisque l'exécution des tests automatiques ne coûte plus rien. Donc on n'a plus ce frein de dire il va falloir prendre du temps pour faire les tests. Et puis il y a deux autres enjeux.
Le premier, c'est la confiance des développeurs. C'est-à-dire que forcément, quand il y a beaucoup de tests automatiques, les développeurs ont confiance dans les mises en production qu'ils font. Et puis, le tout dernier enjeu, et ça, c'est très, très important, je pense qu'on a tous connu la situation dans notre vie une fois où on a récupéré un développement qui avait été fait par une autre équipe. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui, pendant 4 ans, ont développé une application et un jour, cette application est récupérée par une autre équipe, parfois une autre entreprise. Et la crainte absolue en tant que développeur, quand on doit intervenir sur ce type de projet, c'est la moindre modification nous fait peur. Et cette peur, c'est de tout casser. Et d'ailleurs, ce tout casser, c'est quoi? C'est juste introduire une régression. Et donc, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que plus le temps va passer, plus la connaissance va s'étioler, puisque les gens vont partir, puisqu'il y aura des changements d'équipe. Plus on va perdre la connaissance, moins on va être partant pour faire des modifications sur le code source. Moins on va être partant pour faire des modifications sur le code source, plus on va perdre de connaissances. On fait tourner la petite boucle et on arrive à ce moment magique où on va dire au client, ça coûterait quand même moins cher de tout redévelopper plutôt que de faire une modification sur le code source. Et voilà, je m'interroge beaucoup sur le fait que notre industrie en arrive, notre industrie, en tout cas notre activité, en arrive à dire aux clients après quelques années qu'il faut tout redévelopper parce qu'on n'est plus capable de faire évoluer notre logiciel. Donc ça, c'est les 4 enjeux principaux. Et sur ce, je vais passer la main à Julien qui va vous faire un peu de live coding. Comme je le disais tout à l'heure, on est parti du principe qu'en fait, c'est compliqué de faire le premier test. C'est compliqué parce que c'est changer d'habitude de travail. C'est compliqué parce qu'on a un logiciel qui est déjà existant. Et à ça s'ajoute souvent le fait de vouloir chercher un nouvel outil, un nouveau framework. Et du coup, on a voulu montrer, décortiquer un test et pour montrer qu'on était capable de mettre en place un premier test automatique et ce, sans même installer de framework ou d'outils spécifiques, juste avec notre langage de programmation. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, ça leur permettra de mettre leur premier test automatique éventuellement demain en place. Sur ce, je laisse la parole à Julien. Merci Frédéric. Alors, pour cette démonstration, on va partir sur un logiciel assez simple dans un premier temps. Ça va être un logiciel qui va concerner tout ce qui est calcul d'indice de masse corporelle. Donc, en fait, l'indice de masse corporelle permet de savoir notamment où est-ce qu'on en est en termes de poids par rapport à notre taille. Et d'ailleurs, ce sont les 2 paramètres qui sont pris en compte quand on calcule l'indice de masse corporelle, à savoir la taille en mètres et le poids en kilogrammes. Donc là, vous voyez sous les yeux un tableau d'indice de masse corporelle. Donc sur la gauche, vous avez la taille en mètres et sur le haut, vous avez le poids en kilogrammes. La formule de calcul de l'indice de masse corporelle est assez simple, c'est le poids divisé par la taille au carré. Donc on va implémenter cette fonctionnalité pour que les utilisateurs nous rendent 2 informations, à savoir la taille et le poids. Donc là, on l'a fait en Python pour la démonstration, pour une question de simplicité, parce que le langage est assez compréhensible. Donc là, ligne 1, vous voyez la définition de la fonctionnalité IMC, qui prend donc nos 2 paramètres taille, poids, et qui nous retourne un arrondi du poids divisé par la taille fois la taille, donc la taille au carré. Ça, c'est une volonté du client, qui, pour plus de simplicité, on va faire des arrondis, c'est plus simple. Donc là, on a une implémentation de la fonctionnalité IMC. Maintenant, il va falloir qu'on la teste pour savoir si cette implémentation est bonne. Donc, on va prendre des données de test. Donc, on va faire une avance rapide. Oui, donc je précise, ce n'est pas tout à fait du live coding, on fait des avances rapides, donc ne soyez pas choqués si vous voyez des écritures. Hop. Et là, hop, on obtient la version suivante du code source. Et de la ligne 4 à 6, en fait, c'est là où on va prendre des données de test pour vérifier si l'implémentation est bonne. Si on prend la ligne 4, par exemple, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va afficher sur la sortie standard, quand on va exécuter le code source, l'appel à la fonction IMC avec les données 1,70 m et 75 kg. Donc et ensuite, vous avez exactement la même chose pour des données différentes, 1,90 m, 80 kg et 1,65 m, 55 kg. Alors, on voit les 3 résultats de notre sortie, à savoir 26, 22 et 20, qui correspondent chacune des données correspond respectivement à la ligne 4, 5, 6. Donc, si on revient sur le code source, on va maintenant prendre les données d'entrée. Ce qu'on appelle les données d'entrée, ça va être les données qui pourraient être saisies par l'utilisateur.
Donc, en l'occurrence, 1,70 m et 75 kg. Et on va utiliser notre tableau qui nous a été donné par le client pour vérifier si ça doit bien retourner 26, comme ça nous l'a montré dans le terminal. Donc, allons voir le tableau. Hop. Donc, dans le tableau, sur la gauche, on prend 1,76 m pour 75 kg et 1,70 m pardon, pour 75 kg, et on obtient le petit carré rouge au niveau, du chiffre 26, donc qui est à peu près au milieu de l'écran, en dessous, juste en dessous de la souris. Et donc, en fait, on s'aperçoit que la fonctionnalité est bien implémentée pour ce cas-là. Si on fait le test pour les 3 cas, on peut reprendre les valeurs, donc 1,90 m et 80 kg, il suffit de retourner dans le tableau, toujours à la main, donc 1,90 m, 80 kg, on obtient bien 22, donc les petites cases entourées en rouge, et pareil pour le dernier cas de test qui est 1,65 m, 55 kg, ça fait bien 20, donc les valeurs qui sont encadrées en rouge en bas à gauche. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle un test manuel, c'est-à-dire qu'on a utilisé la fonctionnalité qu'on vient de développer pour l'exécuter, prendre le résultat et vérifier manuellement si c'est bon. C'est bien, on sait que l'implémentation de notre fonctionnalité est bonne pour ces 3 cas-là. Maintenant, ce n'est pas très clair en termes de lisibilité parce qu'on obtient un 26, 22, 20 dans notre terminal. Dans 2-3 mois, il est fort à parier qu'on oublie ces valeurs et qu'il faille refaire la vérification manuelle à la main. Donc, si on augmente le nombre de tests, ça va être très très long. Essayons d'améliorer la lisibilité. Donc, on va faire une avance rapide. Et en fait, ce qu'on vient de faire, c'est simplement, plutôt que de sortir des chiffres arbitraires comme 26, 22, 20, on sait que la valeur attendue pour 1,70 m et 75 kg, c'est 26. Donc, on va faire un simple if. Donc là, c'est vraiment utilisable dans tous les langages. On va faire un simple if qui va vérifier que on a 26 quand on appelle la fonctionnalité IMC pour 1,70 m et 75 kg. Ce cas étant vérifié avec le client, si ce cas est vérifié, on va dire que notre test fonctionne. Donc, on va afficher sur la sortie standard test OK. Si ce test ne fonctionne pas, dans ce cas-là, on affichera test non OK. Si on exécute maintenant le code source, on obtient test OK. Donc, l'implémentation est bonne. Si jamais on change un tout petit peu notre code source en rajoutant par exemple 10 plus devant le poids, qu'on sauvegarde et qu'on réexécute nos tests, normalement, on est censé obtenir test non OK, et c'est bien le cas. Donc, notre simple if nous permet de détecter que l'implémentation de la fonctionnalité, dans ce contexte-là, est bonne ou pas. Maintenant, c'est pas super d'avoir le test au même endroit que le code source, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un test automatique, on ne va pas forcément vouloir l'embarquer dans tous les environnements. Typiquement, en production et en qualification, on va éviter d'emmener les tests automatiques. Ça fait une surface de code en moins au niveau de la taxe et en termes de sécurité. Donc, c'est intéressant de séparer les deux et c'est aussi une bonne pratique. Donc, on va changer de fichier. On va passer on va garder la même application, donc toujours sur l'IMC. Et là, on va passer sur 2 fichiers séparés. Donc, à savoir, sur votre gauche, au niveau de l'écran, vous avez un fichier qui s'appelle imc2.py qui contient la définition identique au fichier précédent. Donc, on voit toujours la définition de notre fonctionnalité IMC, pas de souci. Et sur la droite de l'écran, vous avez du coup le fichier de test qui va tester le code source qui est à gauche. Donc, le fichier de test, il est un peu différent. Forcément, il faut déjà commencer par importer le code source qu'on veut tester. En l'occurrence, ça se fait avec la ligne 1 en Python, hein, c'est assez simple. On fait un from imc2, il va chercher automatiquement le fichier imc2.py. Il fait un import étoile pour importer toutes les définitions qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce fichier. En l'occurrence, il y a seulement la définition de la fonctionnalité IMC. Et ensuite, de la ligne 3 à la ligne 6, on retrouve notre simple if qui fait de nouveau appel à la fonctionnalité IMC avec les valeurs 1,70 m et 75 kg. Si on exécute le fichier de test qui est sur notre droite, on obtient test OK. Donc, ça veut dire qu'on est au même niveau que ce qu'on avait tout à l'heure. L'avantage, c'est juste qu'on a séparé les 2 fichiers. En termes de maintenabilité à long terme et en termes de propagation des tests dans les environnements, c'est bien mieux. Maintenant, si je change l'implémentation du fichier qui est à gauche en inscrivant return 26 et en commentant la fin de la ligne, que se passe-t-il? Alors forcément, si on fait ça, il y a une raison. Hop, on réexécute nos tests. Et là, on a toujours un test OK en sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 implémentations différentes d'une même fonctionnalité qui font passer nos tests. Et
on le sait très bien, il y en a une des deux qui est bonne et l'autre qui n'est pas bonne. C'est la preuve qu'en fait, pour avoir le plus de confiance possible dans notre code source, il faut augmenter le nombre de tests. Un test est très rarement suffisant sur une fonctionnalité. Donc, hop, on revient en arrière et du coup, on va faire une avance rapide pour ajouter ce test. Hop, donc sur la droite, vous voyez ligne 8, il y a un second test qui vient d'apparaître. Forcément, on a pris un IMC qui était différent de 26, hein, vous comprenez bien pourquoi, parce que si on avait repris des données de test qui retournaient 26, on aurait toujours pu avoir deux implémentations qui répondent au test. Donc là, on a décidé de prendre le deuxième cas de test, hein, qui a été validé avec le client, à savoir un IMC pour 1,90 m et 80 kg doit retourner 22. Pareil, si c'est le cas, on affiche test OK, si ce n'est pas le cas, on affiche test non OK. Si on exécute maintenant notre fichier de test, on a bien 2 fois test OK. Donc, on a bien 2 tests qui confirment la bonne implémentation de notre fonctionnalité IMC. La confiance dans cette implémentation augmente à chaque test qu'on écrit. Donc, voilà, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on voit que s'il y a un des 2 tests qui ne passe pas, typiquement, si on remet notre return 26 au niveau de notre implémentation, et qu'on recommence la fin de la ligne, on réexécute les tests, qu'est-ce qui va se produire? L'avantage déjà, c'est qu'on a toujours notre premier test qui passe, mais le second nous dit l'implémentation n'est plus bonne. Donc là, on est déjà satisfait de ça. Maintenant, on a un test non OK qui est sur la deuxième ligne, donc on suppose que c'est le deuxième test qui ne passe pas. Mais clairement, si on a 150 tests, commencer à compter les tests pour savoir lequel ne passe pas, ce n'est pas la peine. En termes d'efficacité, ce ne sera pas terrible. Donc, on va revenir en arrière, on va remettre la bonne implémentation qui fait passer les 2 tests. Hop, et là, l'idée va être maintenant d'ajouter un nom à notre test afin de le retrouver très facilement dans notre fichier de test. Donc, on fait une avance rapide. Et là, on voit que de la ligne 13 à la ligne 17, on n'a pas changé grand-chose. On a juste rajouté une variable qui permet de stocker le nom du test. En l'occurrence, test IMCK 1,65 m, 55 kg. Et on a gardé le test sur un IMC à 1,65 m, 55 kg qui doit retourner un IMC de 20. Si c'est le cas, on affiche le nom du test plus OK. Si ce n'est pas le cas, on affiche le nom du test plus non OK. Si on exécute ces tests, on obtient bien 2 fois test OK. Donc nos 2 premiers tests continuent de passer. Et le troisième est beaucoup plus clair. D'ailleurs, si c'est lui s'il y avait une erreur pour ce test-là, on le retrouverait beaucoup plus facilement dans le code source. Donc là, on a déjà un avantage certain. On a pas mal au niveau de notre fichier de test, on a pas mal de codes dupliqués. Je pense qu'on peut un peu factoriser tout ça. Et on va essayer de simplifier l'ajout de tests parce qu'effectivement, là, il faut minimum 4 lignes, 5 lignes si on veut être un peu précis. Donc, il faut 5 lignes pour ajouter un test. C'est assez lourd à ajouter un test. On va essayer de simplifier un peu tout ça. Donc, on fait une avance rapide. Et donc là, on a commencé par commenter tous nos tests précédents qui étaient sur plusieurs lignes. Et ce qu'on a fait à la ligne 19, c'est qu'on a défini une méthode qui s'appelle testAuto, qui prend simplement 2 paramètres, le nom du test, donc le nom précis du test, ainsi qu'une condition à vérifier. Si la condition est vérifiée, on imprime le nom du test et OK. Si la condition n'est pas vérifiée, on imprime le nom du test et non OK. Et en dessous, lignes 25, 27 et 29, vous retrouvez l'appel à cette fonction testAuto avec un nom précis et la condition à vérifier, toujours basée sur les données de test qu'on avait validées avec notre client, 1,70 m, 75 kg, 1,90 m, 80 kg, etc. Si on exécute notre fichier de test, on obtient maintenant 3 sorties qui se ressemblent déjà beaucoup plus. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Et effectivement, s'il y a le moindre test qui échoue, on sait qu'on a un nom qui va être normalement assez spécifique pour le retrouver rapidement. Ça demande un peu de rigueur, mais on a déjà à ce moment-là une suite de tests. Alors, une suite de tests n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de tests qui s'exécutent ensemble. En l'occurrence, on en a 3. On peut facilement voir que les 3 passent parce qu'on a 3 fois OK en fin de ligne. Donc, l'œil humain aime bien les choses assez carrées pour pouvoir détecter une anomalie plus rapidement. Typiquement, si on avait eu un non OK, on l'aurait vu tout de suite. Alors, il y a aussi le fait qu'on ait mis des strings de même longueur, ça joue beaucoup. Mais voilà notre première suite de tests. Le besoin évolue et le client nous demande d'intégrer la fonctionnalité corpulence. Donc, la fonctionnalité corpulence, sur le tableau, c'est ce que vous voyez qui est en couleur. Donc, si on peut retrouver le tableau, hop, on va avoir la corpulence, c'est les différentes couleurs qu'on voit. Pour faire simple, le client nous a donné
nous a simplifié effectivement le nombre de couleurs, parce que là, on voit qu'il y en a beaucoup. Il nous a demandé à ce qu'on retourne la corpulence pour la zone verte, et tout ce qui est en rouge et en jaune barré sur la gauche, ça va être considéré comme maigre. En vert, ça va être considéré comme une corpulence normale. Et tout ce qui va être en jaune, orange, rouge et noir sur la droite sera considéré comme une corpulence en surpoids. Alors, la corpulence, en fait, c'est assez simple. Hein, on prend finalement l'indice IMC et on le traduit avec un adjectif, afin que la donnée soit beaucoup plus perceptible par l'utilisateur. Mais on prend toujours les deux mêmes données d'entrée, à savoir la taille et le poids, toujours dans les mêmes unités, en mètres et en kilos. Regardons l'implémentation de cette fonctionnalité. Donc, ligne 4, on définit notre fonctionnalité corpulence. On a toujours nos deux arguments, nos deux paramètres, à savoir taille et poids. Ligne 5, on calcule l'indice IMC par rapport à ces deux paramètres. Et ensuite, on a une série conditionnelle, en fait, une série d'éléments conditionnels, à savoir que si l'indice IMC est inférieur à 19, dans ce cas-là, on retourne maigre. Elif en Python, c'est simplement la contraction de Elsif. Voilà, ça c'est la petite info de syntaxe. Si l'indice de masse corporelle est supérieur à 25, ce sera surpoids. Et dans tous les autres cas, on sera en corpulence normale. On va ajouter de ce pas le test qui correspond à cette fonctionnalité, un premier test en tout cas. Hop. Donc sur votre droite, dans le fichier de droite, si on descend légèrement, vous allez voir qu'il y a un nouveau test qui est apparu. En une ligne, on a pu ajouter un test sur une autre fonctionnalité. Ça, c'est hyper intéressant. Donc là, le fait d'avoir factorisé l'ajout de test fait qu'on a très peu de code de test à écrire pour ajouter des tests. Donc, on appelle toujours notre fonctionnalité test auto, toujours avec un nom de test précis, en l'occurrence test corpulence normale, et un cas qu'on a validé avec le client, à savoir que normal est égal à l'appel de la fonctionnalité corpulence pour 1m86 et 72 kg. Si on reprend le tableau, on va voir que 1m86 et 72 kg, on tombe dans la zone verte. Donc là, il faut le prendre avec... J'ai oublié de faire le carré rouge, mais typiquement, on tombe environ sur une valeur de 20. Donc, on est dans la zone verte et ça correspond bien à une corpulence normale. Bon, on te croit, Julien, on te croit. C'est gentil. Tac. Si on exécute maintenant notre test, on va voir s'il passe déjà. Ce serait une bonne chose. Et là, on voit qu'on a maintenant 4 lignes, parce qu'en fait, on n'a pas oublié d'exécuter nos tests d'IMC. Alors, pourquoi est-ce qu'on réexécute les tests d'IMC? C'est typiquement pour ce qu'a évoqué tout à l'heure Frédéric, à savoir la non-régression. Là, ça nous assure que la fonctionnalité IMC continue de fonctionner, et on ajoute une nouvelle fonctionnalité qui, elle aussi, dans ce cas-là, répond aux cas de test. Donc là, c'est un gros avantage parce qu'on va pouvoir le faire indéfiniment sur la durée de vie du projet, parce que comme vous le voyez, ça met moins d'une seconde à s'exécuter, et c'est très très rapide. Alors après, effectivement, c'est un test sans input de BDD, sans requête HTTP. Voilà. Donc forcément, on est sur quelque chose de très rapide. Mais c'est pour montrer qu'on garde vraiment l'exécution des tests écrits précédemment. Et ça, c'est très intéressant. On aurait pu détecter une régression grâce à ça. On va ajouter maintenant forcément un test supplémentaire pour notre fonctionnalité corpulence, ainsi que des tests de cas aux limites, à savoir la frontière où votre logiciel change de comportement. Facilement détectable ici parce qu'on a un if et un else if, donc on sait que les valeurs où le logiciel va changer de comportement, c'est quand l'indice de masse corporelle sera à 19 ou à 25. À ce moment-là, on sait qu'on aura un changement de comportement. Donc là, on a ajouté de la ligne 33 à la ligne 46, on a ajouté plusieurs tests, même de la ligne 27, si je dis, de la ligne 35, tant pour moi. On a ajouté donc maigre surpoids et nos deux cas où l'IMC est égal à 19 et à 25, qu'on a ajouté par la suite. Si on exécute la suite de tests, on obtient à ce moment-là 10 vérifications et ça s'exécute toujours en moins d'une seconde. Donc, c'est à un coût très négligeable et on peut l'exécuter vraiment tout le temps. Voilà. Frédéric, je te laisse faire un petit résumé. Oui, merci Julien. Alors, là, ce qu'on vous a montré, c'est absolument pas comme ça qu'on ferait avec Julien si on devait développer sur un projet. C'est vraiment pas comme ça qu'on le fait. En fait, si on a montré ça, c'est juste pour répondre à cette problématique qu'on trouve au quotidien dans les entreprises, qui est la suivante.
on voudrait bien faire des tests automatiques, mais on ne sait pas comment en faire. On n'a pas le framework, on n'a pas le langage, toutes les justifications en termes de technique et de technologie. En fait, un test automatique, pour pouvoir en faire, il faut un if, pouvoir appeler une procédure et faire un affichage sur un écran. Il ne faut que ça. Donc après, vous me direz dans quel langage vous développez. Et si jamais vous n'avez pas ça, mais si vous avez ça, vous pouvez mettre en place les premiers tests automatiques. Et donc, c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire des tests automatiques en production. On va refaire un peu de live coding après. On va vous montrer des trucs un peu plus sympatoches. Et puis, on pourra peut-être même parler un peu de TDD et de BDD, donc des choses un peu plus évoluées. Mais là, on est vraiment parti du B à bas, c'est-à-dire, je suis sur mon projet, j'ai pas de test automatique, je veux écrire le premier test automatique. Et effectivement, le premier, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment le plus complexe. C'est le plus complexe parce que c'est une nouvelle pratique, c'est le plus complexe parce qu'au début, on a l'impression de perdre son temps. C'est plus complexe parce que les tests automatiques, comme l'a montré Julien, on commence à en percevoir les intérêts quand on en a beaucoup à exécuter. Donc, le premier qu'on écrit, on se dit, mais pourquoi je me prends la tête alors que ma vérification que je fais avec mes petits yeux dans le tableau, il me prend 10 secondes. Et c'est bien la réexécution, quand on a beaucoup de tests, qui va nous faire percevoir l'intérêt des tests automatiques. Donc, voilà, c'est pour ça. Et je vais peut-être en profiter pour prendre quelques questions, s'il y a déjà quelques questions. Alors oui, moi j'en ai une, égoïstement. Ouais. Justement, là, les cas de tests, alors, ils sont, comme tu l'as dit, basiques, donc ça correspond à des chiffres, à des cas if, tout ça. Dans la logique des choses, qui c'est qui s'accorde pour les déterminer, en fait, ces cas de tests? Parce que là, on est assez grand pour dire, bah, tiens, on va tester ça, on va prendre chacune des cases et voir si ça le fait. Mais en vrai, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est le testeur seul qui se met dans son petit coin et qui les détermine? Ou est-ce qu'on met du fonctionnel avec et puis on essaie Déjà, de… la réponse à la question. Alors, plus… mais merci, c'est une Mais belle ça fait question. du bien entendre. Ouais, ça fait du bien entendre, il faut le rappeler. Et ben en fait, c'est les utilisateurs finaux. Hein, j'aime bien, je vais charrier un peu. Non, mais bien entendu, on présume, on va présumer, on va être très optimiste, qu'on est déjà dans une organisation où les développeurs parlent directement, c'est-à-dire sans intermédiaire, au métier. J'ai pas Oui, dit c'est… utilisateur finaux. D'accord. Et je vais définir le métier comme étant une personne qui parle aux utilisateurs finaux. Voilà. Ok, ça c'est posé. Ce qui fait que le maximum d'intermédiaires entre les développeurs et les utilisateurs finaux, c'est 1, et que cet intermédiaire ne peut pas être un mur de communication entre les développeurs et les utilisateurs finaux. Il doit favoriser leur rencontre, peut-être à intervalles un peu espacés, mais il doit favoriser leur rencontre. Donc, bien entendu, tout ça, toutes ces données métiers sont à fournir dans ce qu'on appelle Scrum par le PO, le Product Owner, à condition que le rôle du PO soit bien compris. Je rappelle que s'il y a 5 PO et 3 business analysts entre les développeurs et les utilisateurs, c'est exactement la même blague que s'il y a 5 chefs de projet et 3 analystes. D'accord ? Les intitulés de poste ne font pas l'agilité, soyons clairs. Le nombre d'intermédiaires, si. Et donc, bien entendu, il faudra un minimum d'intermédiaires. Pourquoi limiter les intermédiaires? Déjà, pour que l'information soit fiable et ensuite qu'elle soit rapide. Plus vous allez ajouter des intermédiaires, plus il y aura de la distorsion d'information. Du coup, ce qui est intéressant quand on va commencer à écrire ce genre de test automatique, c'est qu'on va avoir besoin des données de test. Et donc, on ne va pas juste aller voir notre PO en lui demandant des user stories. On va déjà les rédiger avec lui et on va lui demander des données sur les user stories. Des données pour tester les user stories. Et là, ça va commencer à être un peu rigolo. Parce que le simple fait de devoir mettre des données, par exemple, plutôt que de faire un formulaire d'inscription, il faut un formulaire d'inscription et des données pour tester le formulaire d'inscription. Et bien, tout d'un coup, on va rentrer beaucoup plus dans le concret. Le fait de demander des données pour tester va nous faire rentrer dans la matérialité de la fonctionnalité, dans son existence, et donc ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà. Alors après, tu parlais d'un testeur. Donc, pour moi, testeur, ce n'est pas une fonction. Testeur, ce n'est pas un métier, c'est un rôle.
Donc, on peut avoir plein de configurations. On peut avoir des gens qui font du test à temps plein. C'est une évidence. On peut avoir des testeurs qui travaillent quasiment sous la responsabilité du PO. Ce n'est pas forcément ce genre de test qu'ils feront, mais en tout cas, ils vont décliner les fonctionnalités en test automatisé. Alors, ça sera peut-être d'autres natures de tests. On peut avoir les développeurs qui écrivent les tests, notamment les tests unitaires. Là, on est sur des tests très, très proches du code, donc qui vont être structurants pour le code. Donc, forcément, c'est plutôt les développeurs qui vont se déclarer. Ce qui est important, c'est que les tests soient automatisés. Une fois de plus, ce n'est pas l'intitulé des postes dans les équipes. Quand on a un testeur, et qui passe son temps à faire du test manuel, vaut mieux avoir des développeurs qui développent des tests, quoi. Mais bon, je n'ai rien dit. Mais après, on peut avoir des testeurs qui développent des tests aussi. Et il faut savoir qu'il y a des outils plus simples. Là, en l'occurrence, ce qu'a fait émerger Julien, et c'est pour ça qu'on a décortiqué comment créer ex nihilo un test automatique. Ce qu'il a fait émerger, c'est que c'est super simple un test automatique. C'est un nom et une condition et un if. Donc, ce n'est pas de la programmation complexe. On voit bien que le fichier de gauche, avec toutes ces ifs, ces conditions, et encore, c'est du code très, très basique, est plus complexe que le fichier de droite, où on a juste un nom et un if, grosso modo. Donc, même sans avoir des connaissances d'algorithmie nécessaires pour faire du développement logiciel, on peut avoir des connaissances basiques qui nous permettent de faire du test automatisé. Voilà, il faut avoir les bons outils par contre. Est-ce qu'il y a une autre question? Il n'y en a pas forcément dans les conversations. Ça viendra peut-être après. N'hésitez pas en tout cas à en laisser dans la conversation de Zoom. Parfait. Alors, on va refaire un peu de live coding. Préparez-vous pour la deuxième partie. Là, la première partie, c'était vraiment, on montre comment mettre un premier test automatique sur du code existant et on n'a jamais fait de test automatique et on n'a pas d'outillage spécifique. Sur la deuxième partie, on va partir sur de la programmation orientée objet avec un framework de test. Donc déjà, on est encore un peu plus proche de ce qu'on ferait spontanément quand on maîtrise les tests automatiques. Et puis au niveau des questions-réponses, on vous expliquera ce qu'on ferait vraiment. Parce que même sur cette deuxième partie de live coding, ce n'est pas encore ce qu'on ferait. Mais c'est pour permettre de progressivement assimiler les notions. Sur ce, Julien, je te laisse la parole. Super. Donc, sur cette deuxième partie de live coding, on va effectivement prendre un cas qui est un peu plus avec de la programmation orientée objet. Donc, on va avoir une classe, magnifique. Et le contexte va être clairement différent de l'indice de masse corporelle et de la corpulence parce qu'on va partir sur un sujet de caisse. Donc, on va parler de prix hors taxe, de taux de TVA et de prix de TTC. C'est parti. Donc, le premier fichier à gauche, c'est la définition de notre classe caisse, tout simplement. Donc, c'est le fichier de code source. Ligne 2, on a la définition en Python d'une méthode d'instance de cette classe caisse. Donc, le self que vous voyez en premier argument est simplement pour indiquer que c'est une méthode d'instance. Il ne sert qu'à ça. Ensuite, vous avez le prix hors taxe qui est donné en euros par l'utilisateur, le taux de TVA en pourcentage et la fonctionnalité nous retourne un prix TTC. Sur le fichier de droite, on va retrouver un fichier de test, un peu différent du précédent. Ligne 1, on va importer le framework UnitTest qui est fourni avec Python de base, qui est un framework de test, et on va voir l'intérêt d'un framework de test par la suite. Ensuite, ligne 3, on retrouve une ligne d'import du fichier de code source, à savoir from case, il va chercher donc le fichier case.py qui est sur la gauche, et il importe la définition de la classe case. Relativement simple. Ligne 5, on va avoir la déclaration de notre classe de test. Donc, c'est une classe de test qui va tester la classe case, donc on l'appelle test case. OK. Elle va hériter d'une classe fournie par le framework de test, à savoir UnitTest, qui va nous fournir une classe qui s'appelle test case, cette fois-ci, donc les 4 tests. Et ça va permettre à notre classe de test d'avoir des fonctionnalités un peu nouvelles par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ligne 7, on a la définition de notre premier test au sein de notre classe de test qui s'appelle test prix TTC. On va tester la méthode prix TTC. C'est une méthode d'instance de notre classe de test, mais ça, ce n'est pas très important, c'est juste de la syntaxe. Et ensuite on va retrouver une ligne 8 qui va nous permettre de vérifier l'égalité entre deux éléments. Donc, dans le domaine des tests, tout ce qui va être assimilé à de l'assertion, assert, tous ces mots-clés-là, ça va représenter des vérifications.
Donc là, ligne 7, on déclare un test, et ligne 8, on va demander à ce test de faire une vérification. C'est le but quand même d'un test, c'est déjà de faire une vérification. Quand on veut faire une vérification, en l'occurrence d'égalité, on utilise donc assert_equal, et on va avoir deux éléments. Donc, et ça va vérifier l'égalité entre les deux éléments. Par convention, on affiche toujours en premier l'élément, la valeur attendue. Donc là, ici, on s'attend à recevoir comme valeur 120 €. 120 € quand quoi? 120 € quand j'instancie une instance de caisse. Donc, c'est la première partie avec caisse, parenthèse, parenthèse. C'est équivalent à new caisse dans la plupart des, par exemple en PHP. Sur lequel on va appeler la méthode prix_ttc, donc la méthode d'instance, avec deux paramètres, 100 € en prix hors taxe et 20% en taux de TVA. Et donc, on s'attend bien, lorsqu'on a un prix hors taxe à 100 € et un taux de TVA à 20%, on s'attend bien à avoir un prix TTC qui soit de 120 €. Jusqu'ici, pas de choses exceptionnelles. Lignes 11 et 12, c'est simplement ce qui va permettre à notre fichier de test de lancer la suite de tests qui sera définie dans la classe de test. Tout simplement. Si on lance notre fichier de test, on obtient un résultat sur la sortie standard qui a bien changé. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir un framework de test, c'est qu'on va avoir une sortie qui va être unifiée et qui va avoir aussi une partie qui va être très intéressante. On va commencer par celle-là, qui est la partie résumée. La partie résumée, quand on lance des tests depuis un framework de test, c'est très pratique parce qu'en fait, elle va nous indiquer tout de suite quel est le résultat pour la suite globale de test. Est-ce que ma suite globale de test fonctionne? En l'occurrence, on voit quoi? On voit qu'on a exécuté un test en moins d'une seconde. On est en 0 secondes, là, au niveau du framework, il n'arrive même pas à mesurer le temps. Et on voit que la suite globale de test retourne OK. Donc, ça veut dire que tous les tests qui ont été exécutés précédemment sont passés. Si on reprend maintenant le début de notre sortie standard, en fait, on ne le voit pas forcément, mais ici, il y a un petit point qui est surligné à l'écran. Et ce petit point, en fait, il est là pour indiquer qu'il y a un test qui a été exécuté et qu'il a été exécuté dans sa totalité. On reviendra un peu plus tard sur le fait qu'est-ce qui peut faire échouer un test. Et en dessous, on a simplement une ligne de séparation. Donc voilà, donc deux éléments. En premier, les tests qui s'exécutent avec très peu d'informations quand ça se passe bien. Vous verrez qu'il y en a beaucoup plus quand ça se passe mal, et c'est volontaire. Encore une fois, c'est pour le détecter rapidement au niveau de l'œil humain. Et la deuxième partie, qui est très intéressante et qu'il faut regarder en premier, qui est le résultat global de notre suite de tests. Typiquement, quand c'est OK, ça veut dire que tout le reste est passé, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper. Maintenant, on a vu qu'un test, c'était rarement suffisant, donc on va ajouter un second cas de test pour notre méthode prix_ttc. Donc, ligne 10, on définit un deuxième test qui s'appelle prix_ttc second. Et ce prix_ttc second, il va faire quoi? Il va toujours vérifier une égalité entre deux éléments, 240 € en prix_ttc, lorsque j'appelle la méthode de la classe caisse prix_ttc pour 200 € hors taxe et un taux de TVA à 20%. On a validé avec le client, le résultat attendu est bien 240. Maintenant, on va pouvoir exécuter notre fichier de test et on voit que la sortie a complètement changé. Donc, on va reprendre. Alors là, donc on va regarder en premier la partie résumée, comme il est conseillé de le faire. Donc, on voit qu'on a exécuté deux tests et que le résultat global de notre suite de tests, c'est plus OK, c'est failed. On va revenir dessus un peu plus tard. Et ensuite, entre parenthèses, on a le nombre de failures rencontrées pendant la suite de tests. Donc, une failure, qu'est-ce que c'est? Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une. Une failure, qu'est-ce que c'est? Une failure, en fait, c'est le moment où un test va syntaxiquement bien s'exécuter, c'est-à-dire qu'il va être capable d'appeler toutes les méthodes qu'on lui demande d'appeler, il va pouvoir faire tout ce qu'on lui a demandé, sauf qu'au moment de faire une vérification, cette vérification ne passe pas. Donc la condition à laquelle on souhaitait répondre ne passe pas. C'est ça une failure. En l'occurrence, il nous dit on a une failure. Donc effectivement, si on reprend du haut, on voit qu'on a toujours un point en premier. Donc ça correspond toujours à notre premier test. Et ensuite, on a un F, toujours pour failure. Ensuite, on récupère l'analyse de cette failure avec un mot-clé fail, où on voit que le nom du test qui pose problème. Donc là, on voit que le nommage nous permet de retrouver notre test qui pose problème. En l'occurrence, c'est test prix_ttc second. Donc, voilà, on s'y attendait. Et ensuite, on a une trace d'exécution. Alors, cette trace d'exécution, c'est elle qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, la première chose qu'il y a dans cette trace, déjà, c'est le fichier de test concerné. Pourquoi est-ce qu'on indique le fichier de test? Parce que là, on vous montre des cas très simples. Il y a un fichier de code source, un fichier de test, mais vos applications, il y a plusieurs fichiers de code source et il y aura plusieurs fichiers de test.
Parce que quand on a 1500 tests, il faut mieux qu'il y ait plusieurs fichiers de tests pour s'y retrouver. Ensuite, on a la ligne qui pose problème, en l'occurrence la ligne 11. Il nous répète effectivement que c'est à l'intérieur de la méthode test prix TTC second et il nous affiche la ligne qui pose problème, donc la fameuse ligne 11. Et ensuite, on va avoir le problème qui s'est produit, à savoir l'erreur d'assertion, donc l'erreur de vérification. Ici, on voit qu'on attendait 240, c'est bien ce qu'on attendait, et il nous dit que c'est différent de 220.0. Alors, vous inquiétez pas pour la caste automatique, Python le fait très bien. Donc, du coup, ce n'est pas que 240 est différent de 220.0, c'est qu'il est différent de 220. Donc, effectivement, ça veut dire que sur la partie droite de notre self.assert_equal que vous avez juste au-dessus, la partie caisse.prix_ttc avec 200 et 20 en paramètres nous retourne 220. Et ça, c'est pas bon. Donc, on va regarder et on va corriger. Donc, on regarde l'implémentation de prix TTC et on la corrige. Hop. Donc, ligne 3, vous avez l'ancienne implémentation où on ajoutait au prix hors taxe le taux de TVA en pourcentage. Donc, effectivement, ça marchait bien pour 100 et 20 et ça ne marchait plus pour 200 et 20. Donc, voilà. Et ligne 4, vous avez la réelle implémentation d'un calcul de prix TTC à partir d'un prix hors taxe et d'un taux de TVA. Grâce au deuxième test, on a pu, alors, effectivement, on a découvert effectivement que l'implémentation n'était pas bonne sur le premier cas, et donc on a vraiment, encore une fois, amélioré la confiance qu'on a dans notre test. On discute avec le client et en fait, on s'aperçoit ici qu'un cas aux limites est tout à fait possible. Typiquement, qu'est-ce qui se passe si j'ai un taux de TVA à 0%? Alors ça, c'est par expérience. En fait, quand on manipule des chiffres, il y a 2-3 cas qui existent et qui sont un petit peu, on va dire, qui sont un petit peu tendancieux. Quand on manipule des chiffres, il faut toujours réfléchir avec des chiffres négatifs ou positifs. Donc là, Frédéric va lancer effectivement le fichier monitor.sh que je n'ai pas évoqué. En fait, on voit qu'on lance souvent les tests, très souvent les tests. Et en fait, là, on va juste automatiser le lancement des tests à chaque fois qu'on va sauvegarder soit notre fichier de code source, soit notre fichier de test. Donc, ce n'est pas le sujet du jour, donc on ne va pas vous montrer le fichier, on va juste le lancer. Et quand on le lance, en fait, on a le résultat de nos tests. Donc là, la nouvelle implémentation nous indique dans la partie résumé qu'il exécute toujours deux tests, mais que cette fois-ci, le résultat de la suite globale, c'est OK. Donc, la deuxième implémentation est bien meilleure que la première, qui faisait échouer le deuxième test. Hop. Donc, notre cas aux limites par rapport au taux de TVA à 0% est tout à fait possible. On en discute avec le client et il nous indique qu'effectivement, les auto-entrepreneurs n'ont pas de TVA. Donc, pour un auto-entrepreneur, le prix hors taxe est équivalent au prix TTC. Donc, il faudrait implémenter la fonctionnalité avec le taux de TTC, le taux de TVA à 0%. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, quand on a une logique de test, c'est que plutôt que d'aller écrire directement le code source qui pourrait correspondre, à savoir aller définir dans prix TTC, if mon taux de TVA c'est 0, dans ce cas-là, je retourne le prix hors taxe, ce qui serait l'implémentation logique quand on veut que le prix TTC et le prix hors taxe soient équivalents pour une TVA à 0. En fait, on va d'abord écrire notre test. Et donc, ligne 13 sur le fichier de droite, vous retrouvez un nouveau test qui s'appelle test prix TTC TVA 0 et qui va vérifier l'égalité entre 300 € en prix TTC et un prix hors taxe de 300 € et un taux de TVA à 0%. Si on regarde maintenant le monitoring de nos tests, on va voir qu'en fait, on n'a pas de code source à écrire. Juste le test nous permet de dire qu'aujourd'hui, l'implémentation qu'on avait faite la deuxième fois, du coup, de notre fonctionnalité prix TTC répond à l'exemple donné qu'on a validé avec le client. Donc, du coup, en fait, on gagne aussi en lisibilité dans nos méthodes parce qu'on va éviter d'écrire du code source qui n'est pas utile. Et ça prend beaucoup moins de temps d'écrire le test que d'écrire le code source. Voilà, donc là, on continue à discuter avec le client et le client souhaite ajouter deux nouvelles méthodes, à savoir le calcul du prix hors taxe et le calcul de la valeur de TVA qu'il y aura à régler. On ajoute nos deux méthodes sur le fichier de gauche, ligne 6 et ligne 9, vous avez la définition des méthodes. Et sur le fichier de droite dans les tests, là, on a ajouté toute une série de tests qui correspondent à ces deux méthodes. Voilà, des cas aux limites, plein de petits cas, on s'est fait plaisir. Si on regarde maintenant notre fichier de monitoring, on est passé à 20 tests. Et ça, on n'a pas cherché beaucoup. En très peu de temps, on a réussi à passer à 20 tests. Donc, vous imaginez bien que sur une classe, avec 3 méthodes, on a fourni 20 tests. Si on met ça à l'échelle d'un projet, on peut très vite arriver à des centaines, voire des milliers de tests.
Je crois que, enfin, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver à 1500 tests sur une application. Et on voit que le temps d'exécution est toujours aussi négligeable pour 20 tests comparé à 3 tests. En fait, on est au centième de seconde. Et donc, ça dépend des performances de l'ordinateur. Mais en l'occurrence, on voit que c'est complètement négligeable et ça permet de les exécuter vraiment tout le temps. C'est-à-dire que notre fichier de monitor va les lancer à chaque modification et on va tout de suite savoir si on a eu une régression. Donc, en fait, à chaque fois qu'on passe d'un état où les tests passent à un état où les tests ne passent pas, on est à un CTRL-Z de revenir à un état qui passe. Et ça, c'est super intéressant en termes de pratique. Frédéric, je te laisse la main pour continuer. Merci, Julien. Donc, on est parti là sur un exemple un tout petit peu plus proche de ce qu'on ferait, mais toujours pas ce qu'on ferait. Effectivement, on a mis en place un framework de test. Et là, on commence à percevoir ce qui est la vraie nature du test, la vraie nature du test automatique. Le test automatique, il n'y a pas de mystère, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Je veux dire, le test automatique, c'est un truc qui existe. C'est la grande différence entre le test automatique et l'intelligence artificielle, c'est que le test automatique existe, lui. Voilà, et le test automatique n'est pas plus pertinent que le test fait à la main. On ferait exactement les mêmes tests à la main. Donc, le seul intérêt du test automatique, c'est qu'il est automatique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le réexécuter autant de fois que l'on veut. Et là, c'est très, très, très sympathique. Alors, effectivement, au minimum, il faut réexécuter l'intégralité des tests avant chaque mise en production pour éviter les régressions. Mais comme nos tests sont automatisés, pourquoi se contenter de l'exécution avant la mise en production? On peut exécuter nos tests automatiques toutes les nuits. On peut exécuter nos tests automatiques en fait, avant de faire un git push, avant de mettre le code en commun pour s'assurer qu'on n'introduit pas de régression. Et là, du coup, avec Julien, on a été encore plus taquin. On réexécute l'intégralité des tests automatiques à chaque fois qu'on fait une modification dans un fichier. Et l'intérêt de ça, c'est que, comme disait Julien, le moment où vous allez introduire la régression et le moment où vous allez vous en apercevoir, eh ben, c'est à chaque enregistrement de fichier. Donc, en fait, les régressions, elles apparaissent immédiatement, ce qui est quand même extrêmement sympathique. C'est assez incroyable le nombre de développements logiciels où on nous dit qu'il n'y a pas de régression. Mais en fait, il n'y a pas de test non plus. Et puis, il n'y a pas de contact avec les utilisateurs. Donc, effectivement, il y a peu de régression dans ces cas-là. Donc voilà, ça c'était pour cet aspect. Première live coding, comment est-ce qu'on peut mettre un outil, quoi, un premier test automatique, j'allais dire en low-tech, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'outillage spécifique, on peut juste faire une condition et puis voilà. Et puis deuxième, on est un peu plus dans la réalité, c'est-à-dire de la programmation anti-objet, l'utilisation de frameworks de test. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Et autrement, s'il n'y a pas de questions, je poserai les questions. Eh ben vas-y, c'est à toi de nous coller alors. Ok. Non, mais moi, je pose des questions, je fais la réponse. T'en as une, toi? Vas-y. Juste une question par rapport… Là, on a vu effectivement pour l'exemple un cas qui est basé en plus sur du calcul, donc c'est plutôt pas mal. Il est tout seul dans son monde avec son propre algorithme de calcul. En fait, quand on fait des tests, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, la question qu'on se pose, c'est à quel moment on n'est pas en train de réinventer l'algorithmique qu'on veut tester. Je prends l'exemple d'appel de services externes. En fait, dès qu'on va vouloir tester quelque chose qui dépend d'autre chose, à un moment donné, on a l'impression en fait de dérouler une pelote en disant mais je suis en train de devoir connaître vachement de rebonds dans mon appel pour que mon test en fait fonctionne et que du coup l'algorithmique du test doit elle aussi connaître l'algorithmique de ce qu'elle doit tester, mais elle-même ce qui est appelé après. En fait, à quel moment on s'arrête en se disant voilà, tu es en train de réécrire l'application dans tes tests juste pour pouvoir faire des tests. Bon, je vais laisser la parole à Julien et après je vais compléter. Je compléterai sur à quel moment on s'arrête et je vais laisser la parole à Julien sur les deux tests. Sur cet aspect-là, en fait, effectivement, il y a… Alors déjà, il faut savoir qu'il y a différents types de tests. Donc, à partir de là, effectivement, ça dépend où on place nos tests, ça dépend dans quelle proportion, etc. Sur le fait de connaître l'algorithme qui suit, en fait, un test, c'est relativement simple de base. C'est des données d'entrée, l'exécution d'une partie de code source et une vérification sur les données de sortie de cette exécution de partie de code source. La question va se poser, effectivement, quand on a du code qui est trop entremêlé,
ça c'est une évidence, et où il faut commencer à essayer de découpler. Et au niveau des tests, en fait, le découplage, il va se faire comment? Il va se faire par du mock, en fait. C'est-à-dire qu'on va moquer nos données d'entrée, c'est-à-dire que si on a un appel à un web service ou ce genre de choses pour récupérer de la data, eh ben, en fait, on va moquer le fait de récupérer la data en disant, bah voilà, ma méthode fait comme si on te donnait ça comme data, qu'est-ce que tu me retournes? Et en l'occurrence, on s'attend à avoir une certaine valeur et pas une autre. Ça, c'est pour la partie, on va dire, données compliquées qui viennent d'ailleurs, etc. Ensuite, la réponse que je ferai, c'est le TDD. En fait, c'est le principe même du TDD, en fait. Le TDD a été inventé pour éviter ce cas-là, en fait. C'est-à-dire que le fait d'écrire, enfin, le Test Driven Development a été inventé pour éviter, effectivement, d'avoir un code source qui ne soit pas testable. C'est-à-dire qu'en fait, la pratique du TDD rend obligatoire l'écriture de tests avant le code source. Donc, s'il y a des architectures ou des conceptions qui sont plus adaptées, elles vont les faire émerger automatiquement. Voilà mes deux aspects de réponse et je laisse la main à Frédéric pour compléter. Ouais, tu as déjà ouvert le sujet du TDD, donc je rebondirai sur ça. Je vais d'abord répondre à la première question, c'est quand est-ce qu'on s'arrête en termes de quantité de tests, jusqu'où on va, à quel point on réinvente la roue. Premier constat, on ne peut pas atteindre l'exhaustivité, le nombre de tests et la seule limite, c'est notre imagination. Donc, bien entendu, on peut passer son temps à écrire des tests. Et donc, du coup, à cette question, c'est quoi, quel curseur on peut prendre? Je pense qu'on peut essayer déjà de se rappeler les enjeux. Premier enjeu, c'est d'éviter qu'il y ait des régressions. Et donc, la grande question, c'est est-ce que sur mon développement, j'ai des régressions? Et si j'ai des régressions, il faut peut-être accroître le nombre de tests. Si je n'ai pas de régression, peut-être qu'on peut continuer sur le rythme de tests automatiques qu'on a. Ça, c'est le premier élément de réflexion. Deuxième élément de réflexion, est-ce que parfois, il nous arrive de retarder une mise en production pour la fusionner avec d'autres fonctionnalités parce que la mise en production coûte cher? Donc, si la mise en production coûte cher, alors il y a tout ce qui est DevOps, automatisation, etc. Mais du coup, les tests automatiques en font partie. Donc, si on se dit, il faut qu'on réexécute 40 tests essentiels à la main à chaque mise en production, donc on préfère regrouper les mises en production, là, il faut peut-être commencer à automatiser. Ça, c'est un deuxième indice qu'on n'a pas assez de tests automatiques. Le troisième indice, c'est la confiance des développeurs. Et pour moi, c'est un des plus importants. Est-ce que les développeurs sont sereins à chaque fois qu'ils font une mise en production? Si les développeurs ont très, très, très peur, peut-être qu'il faut accroître le nombre de tests automatiques. S'ils sont sereins, on a peut-être moins besoin d'accroître le nombre de tests. Et puis, le tout dernier, c'est la pérennité du code. C'est-à-dire à quel point je peux rentrer en étant complètement décontracté pour aller faire du refactoring de parties centrales de mon code sans avoir peur. Si j'ai peur de faire du refactoring sur du code ancien, ce qu'on appelle traditionnellement le legacy, d'accord, c'est que je manque de tests automatiques. Alors, il y a deux définitions du legacy. Il y a le legacy, c'est le code pourri. Donc, on connaît la définition du code pourri pour un développeur. C'est un code qui n'a pas été écrit par lui. Voilà, ça, c'est la première définition du legacy. La deuxième définition du legacy, c'est du code très ancien. D'accord. Et moi, j'ai une définition du legacy, je ne suis pas le seul. Du legacy, c'est du code sur lequel il n'y a pas de test automatique. C'est-à-dire que mon legacy peut dater d'hier. Si j'écris une fonctionnalité aujourd'hui et que je ne mets pas de test automatique, il suffit d'attendre. Un jour, ça sera du legacy. Un jour, il y aura quelqu'un qui aura peur de faire modifier cette fonctionnalité-là parce qu'elle est plus testable, parce qu'on va avoir perdu la connaissance. Et donc, en fait, du legacy, c'est du code qui n'a pas de test automatique. Si mon code est accompagné de tests automatiques, si je récupère un projet et que j'ai plusieurs milliers de tests qui s'exécutent automatiquement, je vais pouvoir modifier dedans en étant assez serein. Et donc, pour moi, c'est les 4 principaux critères qui vont nous indiquer si on doit faire plus de tests ou moins de tests. Alors, le moins de tests, je ne l'ai jamais rencontré. Souvent, on essaie déjà d'en mettre un en place. Le moins de tests, je ne l'ai jamais rencontré. Et puis après, il y a un autre critère, c'est est-ce qu'on est capable de faire plusieurs mises en production par jour pour un oui et pour un non gratuitement en étant serein? Alors, si la réponse est oui, on peut dire qu'on est à peu près agile, que du coup, on est plutôt bien en test automatique. Si la réponse est non, soit il faut travailler sur son automatisation de son déploiement, soit sur ses tests automatiques. Voilà, grosso modo, les critères pour déterminer s'il y a suffisamment de tests automatiques ou pas. Jamais rencontré une équipe qui en avait trop. Jamais. Pareil. Beaucoup qui n'en ont pas assez et encore plus qui n'en ont pas du tout.
On a d'autres petites questions, deux autres. La première, c'est Alexandre qui pose la question, quelle est la proportion des tests unitaires versus intégration que tu préconises? Alors, en fait, ça dépend. Voilà, une très bonne réponse. Je ne vais pas vous inventer une méthode ce soir, ça dépend. Alors, ça dépend de quoi? Premier critère, ça dépend des connaissances des développeurs. Le but, c'est d'automatiser des tests. Alors, du coup, à titre personnel, quelle que soit la manière dont ils soient automatisés, c'est pour ça qu'on vous montre des trucs très très moches où on fait des ifs dans du code, mais c'est mieux que rien, quoi. Franchement, c'est mieux que rien. Donc, ce qui est important, c'est que les tests soient automatisés. Et donc, si vous avez des gens qui sont très très bons pour faire de l'automatisation de tests d'intégration, voire du test d'interface, si vous avez des gens qui sont très très bons en Selenium, par exemple, il faut les trouver, il faut aimer le produit. Bon, bref. Donc, si vous trouvez des gens qui sont bons là-dedans, faut en profiter. Et après, si les gens préfèrent faire du test unitaire, faisons du test unitaire. Et si les gens préfèrent du coup du TD, on va peut-être revenir dessus. Et s'il y a des gens qui sont dans une démarche de BDD, faisons du BDD. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas de préconisation. Ce qui est très connu, en fait, quand même, dans la pyramide de tests, c'est que les tests unitaires qu'on vous a montrés ce soir sont très simples à faire, sont peu coûteux, sont très fiables. D'accord? Par contre, ils testent peu de choses. Ils testent une fonctionnalité. Et donc, si vous arrivez sur un projet, par exemple, on va prendre un cas très simple, un site marchand, et que vous devez mettre en place le premier test, tester que vous pouvez mettre un produit au panier et que vous pouvez passer commande. N'allez pas tester que les conditions générales peuvent être consultées. Et donc, en fait, dans la notion de test, Julien il a l'habitude de travailler sur des projets très confortables où on fait au minimum 2 tests par méthode plus les tests au cas limite, d'accord? Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Hein. Dans la vraie vie, il n'y a aucun test et tout le monde a peur pour les mises en production. Et du coup, quelle est la fonctionnalité critique que je dois tester? Ça, c'est une vraie bonne question. Donc, pour répondre à la question, quelle est la proportion? Ça dépend des compétences des développeurs, ça dépend de leur appétence, ça dépend de leur envie. Et ça dépend si on est sur un code qui peut être testé avec du test unitaire. On ne l'a pas dit, quoi. Julien l'a un peu évoqué, mais si le code n'a pas été écrit pour être testé, c'est compliqué de le tester, d'accord, a posteriori avec du test unitaire. Et donc, dans ce cas-là, il faut plutôt faire du test d'intégration et du test de plus haut niveau. Donc, j'aurais tendance à dire ça dépend. Et pour répondre de manière plus précise, c'est quelque chose qui se définit en équipe et ça a un joli nom. Ça s'appelle la stratégie de test. Alors, lâchez ce mot-là devant vos managers, ils vont adorer parce qu'il y a stratégie dedans. Et du coup, c'est à chaque équipe de définir en fonction de ses compétences et de son appétence ce ratio-là. J'ajoute juste un point. Ça dépend aussi du contexte. Si tu travailles pour la NASA ou pour de l'aviation, il n'y a pas de question à se poser, il faut tout faire. Si tu travailles pour un site marchand, effectivement, les conditions générales de vente, tu as le droit de ne pas les faire et personne ne t'en voudra. Ça marche. Et la deuxième question, toujours d'Alexandre, c'était: utilisez-vous des outils de couverture de code pour avoir un indicateur sur les tests? Ah, ça je prends. Donc, à moi. Je prends après. Alors, en l'occurrence, pour être tout à fait transparent, il en existe. Il y a des choses. Il y a plein de choses différentes. Il y a des outils comme Rubocop qui permettent de faire ce genre de choses. Personnellement, j'ai jamais utilisé d'outils de couverture de test pour une raison simple. En fait, tout ce qu'on mesure s'améliore. Donc, si on a 60% de couverture de test et qu'on demande de monter à 80%, en fait, les personnes vont appeler les méthodes, mais ne vont pas faire de vérification dessus dans les tests. Ce qui fait que, du coup, l'indicateur va augmenter, mais la véracité sera complètement trompée. Donc, il n'y a pas d'intérêt à le faire, en fait, en soi. Moi, j'avais plutôt tendance, dans les équipes dans lesquelles j'ai travaillé, notre stratégie de test consistait à dire 2 choses. La première chose, c'était le moindre caractère du code source que je fais varier. Par exemple, si j'ai un inférieur ou égal que je passe en inférieur, je dois avoir un test qui saute. Et je n'ai pas le droit d'écrire de code source tant que je n'ai pas un test qui fail. Alors, ça, c'est le principe du TDD. Donc, on écrivait nos tests avant, ce qui nous empêchait d'avoir des lignes de code qui n'étaient pas testées. Et chaque ligne de code était donc nécessaire à l'exécution des tests.
Ça demande un certain niveau de pratique et avoir des personnes très formées dans le domaine parce qu'effectivement, ce n'est pas trivial et on a tendance à vite oublier ce genre de concept. Mais ça repose en priorité, de toute façon, les tests ne fonctionnent que si les personnes ont envie de le faire. Donc, du coup, ça repose vraiment sur un esprit d'équipe où tout le monde le fait de manière naturelle et où il n'y a pas de réticence à faire des tests. Si c'est un cas de réticence à faire des tests, il ne faut absolument pas faire ça parce que de toute façon, personne ne le fera. Voilà. Pour compléter ce que dit Julien, alors là, vous voyez Julien qui a eu la chance de travailler dans des équipes très matures. Donc, il vous montre des équipes qui ont vraiment fait du TDD, ce genre de choses. Bon, après, quand vous passez d'équipe en équipe, souvent, vous rencontrez des choses un peu plus compliquées. Et du coup, pourquoi je trouve que la couverture de test n'est pas un bon indicateur? Julien l'a un peu évoqué. Déjà, c'est un indicateur qu'adorent les managers parce qu'ils veulent que ça soit 100%. Et ils ont l'impression que quand il y aura 100% de couverture de test, on va avoir amélioré la qualité des tests et du logiciel, ce qui est faux. Ce que Julien a dit, faire passer un test pour faire passer un test, ça ne sert à rien. Ça, c'est le premier point. Et secondement, quand on a la maturité des équipes dans lesquelles a travaillé Julien, on peut se mettre des objectifs très ambitieux. Mais à mon sens, dans les cas les plus courants qu'on peut voir, la couverture de test s'oppose à la pertinence des tests. Et donc, ça veut dire si je veux couvrir 100% des tests, c'est-à-dire que j'accorde autant d'importance à tester mes conditions générales qu'à tester le fait que je puisse passer une commande. Et ce n'est pas logique. C'est pas logique. Et donc, à mon sens, plutôt que de dire on va vouloir couvrir 100% de notre code, commençons déjà par nous poser des questions. Quelles sont les fonctionnalités pertinentes? Quelles sont les fonctionnalités les plus critiques? Ça serait bien de se poser la question. Quelles sont les fonctionnalités qui plantent le plus souvent? Ça serait bien de se poser aussi la question. Et commençons par blinder ça en termes de tests. Et après, on va voir les choses non critiques. Et donc, cette démarche un peu subtile d'aller chercher la valeur qui est créée par les fonctionnalités pour prioriser les tests s'oppose à vouloir faire du test automatique, systématique, et donc s'oppose à la notion de couverture de test. Voilà. On peut faire des tests qui couvrent tout le code et qui sont complètement stupides. C'est le risque. C'est vraiment le risque. Tester les getters setters, ça coûte pas cher. Ouais. C'est vrai. Ouais. Merci. C'était tout côté question. Ok. Bon, bah déjà, le cadeau, il sera gagné par Alexandre. Ouais. Je ne connais pas Alexandre, il a posé 2 questions. Bravo. Voilà. Et puis, autrement, juste peut-être pour terminer, Julien a parlé de TDD. Alors, précisons juste, le TDD, c'est ce qu'on vous a montré là, sauf qu'on commence par écrire les tests et qu'on écrit les fonctionnalités après. Donc, c'est complètement illogique, c'est complètement contre-intuitif. Je vais tester que mon ampoule fonctionne avant d'avoir installé mon ampoule. C'est très, très bizarre. Mais en fait, le TDD permet 2 choses. Alors déjà, c'est très simple. Une fois qu'on a compris le principe, c'est très simple à mettre en place. On appelle une méthode, on lui passe de paramètres. Et comme la méthode n'existe pas, c'est ce que disait Julien, le test commence par échouer. Et donc après, on va écrire la méthode qui fait que le test passe. Donc ça, c'est le TDD. Donc il y a 2 énormes avantages au TDD. Premier énorme avantage au TDD, c'est qu'on est sûr que les tests sont écrits. Parce que si on écrit les tests après avoir écrit le code, il suffit qu'il y ait un appel téléphonique ou qu'on aille manger pour au retour ne pas faire les tests. Donc, premier avantage du TDD, c'est qu'on écrit les tests de manière effective. Deuxième avantage au TDD, c'est que les tests sont inspirés, on va dire, des user stories, des histoires utilisateurs ou des spécifications. Donc, les tests, à partir du moment où on les écrit des spécifications, ils vont être fonctionnels, ils vont être orientés métier. Et comme le code va découler des tests, on va avoir un code qui va être orienté métier. Et comme vous l'avez vu, un test automatique, c'est très, très fin en termes de granularité. Donc, en fait, le TDD va nous structurer le code avec des petites méthodes qui font qu'une seule chose, qui le font bien et s'orienter métier. Et si on parle d'une granularité très fine, de petites fonctionnalités orientées métier qui font qu'une seule chose, on pense tout de suite aux web services, aux microservices. Non, je déconne. Pas les microservices, il ne faut pas déconner, on est des gens sérieux. Déjà, on essaye de faire des API. C'est bien quand on a à faire des API. Et donc, ça nous donne des API. Et c'est assez logique. Et donc, en fait, le fait de faire les tests avant de faire le code va nous amener à faire du code plus propre, va complètement changer la manière d'écrire le code.
Et donc, c'est un des énormes avantages du TDD. Une fois qu'on a passé le cap intellectuel, conceptuel, de devoir écrire des tests avant d'écrire le code. Et puis, on ne l'a peut-être pas assez précisé avec Julien, mais quand on écrit le code avant d'écrire le test, bien souvent, on écrit du code qui ne peut pas être testé. Ce qui est quand même un peu gênant. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Non, c'était tout. Est-ce qu'on a perdu tout le monde ou est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là? Mais non, on est encore nombreux. Bon. Mais je ne sais pas s'il y a une dernière question. Ou... Alors moi, c'est peut-être une question stupide, hein, mais là, on a parlé fonctionnalité, on a parlé retour d'appel à des services, etc. Est-ce que ça existe des tests de, comment je veux dire ça, de front? Je crois que j'ai entendu tout à l'heure des tests d'interface. Et est-ce que c'est logique de passer à des trucs comme ça ou c'est plutôt dangereux? En fait, là, on teste des aspects techniques. Et ce qui est intéressant quand même, c'est de connaître l'expérience utilisateur. Donc, si je suis capable d'avoir un test qui va simuler une navigation sur un navigateur pour savoir que effectivement je peux mettre mon produit dans le panier et passer ma commande, ça reste l'information ultime. C'est-à-dire que si toutes mes briques techniques fonctionnent mais que ça ne se produit pas, ça ne sert à rien d'avoir des tests qui me répondent que ça marche bien, alors qu'en fait, pour l'expérience utilisateur, ça ne marche pas. De même que pour les tests de performance. C'est super sympa de savoir que les serveurs ne sont pas trop chargés. Ça serait bien d'aller sur le terrain, de voir en combien de temps les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités. Donc, c'est sympathique de se rapprocher du point de vue des utilisateurs. Néanmoins, ces outils-là sont lourds à manipuler. C'est des tests qui sont très lourds à mettre en place et c'est des tests qui sont très, très lourds à maintenir. Il y a une fâcheuse tendance à ce que les tests de non-régression régressent, sans vous faire de mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que ce qui fonctionnait ne fonctionne plus. Donc, en fait, c'est très, très lourd à mettre en place. C'est pour ça qu'il y avait une question sur la répartition. Souvent, on fait quand même beaucoup plus de tests techniques qui sont plus simples et plus rapides. Et on va réserver aux tests de plus haut niveau les quelques fonctionnalités hyper critiques. Donc, moins de tests à ce niveau-là parce que plus lourd à mettre en place, mais qui donne une information in fine plus intéressante puisque c'est l'information du vécu des utilisateurs. Merci. Et donc, on n'aura pas le temps d'aborder le BDD parce que ça sera vraiment trop long. Donc, ça sera une autre fois. On fera en présentiel, hein, promis. On a juste une dernière question qui est apparue. Y a-t-il une vraie piste, donc de Frédéric, y a-t-il une vraie piste sur l'automatisation des tests avec l'intelligence artificielle? Non, on est filmé, donc je ne dirais pas ce qui s'est sorti dans l'actualité dernièrement. Des trolls. Ouais, non, je vais éviter de trop troller. Vous regarderez par vous-même des sociétés qui ont revendiqué ça. J'ai vu récemment qu'il y avait 40% des startups qui revendiquaient avoir de l'intelligence artificielle qu'on n'avait pas. D'où ma petite blague sur l'inexistence de l'intelligence artificielle. Je sais bien que le machine learning existe, ce genre de choses. Mais j'ai quand même l'impression que parfois, quand on met un if dans du code, on peut revendiquer de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai toujours un doute sur le fait que l'intelligence artificielle puisse un jour remplacer et les développeurs et les testeurs. Ce qui est par contre possible, c'est de tester de manière massive, on ne l'a pas évoqué, mais on a des manières de tester en boîte noire des applications, notamment de s'assurer qu'on a une application qui fonctionne, qui fait des sorties en base de données, des logs, des sorties HTML, et qu'après avoir fait une modification dedans, elle va réaliser les mêmes sorties, à l'exception de la modification qu'on a faite. Mais c'est, une fois de plus, pas de l'intelligence artificielle, c'est du test massif, un peu bébête, et du coup, je pense que l'intelligence artificielle a comme moi un peu de mal encore à déterminer qu'est-ce qui est important dans un logiciel. Voilà. Pour ajouter là-dessus, toujours pas en intelligence artificielle, mais il existe aussi des types de tests. Il me semble que c'est des tests de variation. Je vous conseille de voir avec Arnaud Lemaire, Lilo Base,
qui en parle, qui sont des tests justement sur ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir quand on change quelques caractères dans le code source, est-ce qu'on a bien des tests des tests de mutation, oui, effectivement, ça veut plutôt être ça. Et donc, du coup, en fait, ces tests permettent de vérifier qu'à chaque mutation du code source, finalement, on a bien un test qui casse, et donc on a bien quelque chose qui nous permet d'assurer que les implémentations sont vraiment très poussées. Mais effectivement, encore une fois, comme le disait Frédéric, c'est toujours pas de l'intelligence artificielle, même si on voit qu'il y a quand même des apports nouveaux dans ces notions de test, et peut-être qu'effectivement un jour l'intelligence artificielle y viendra, comme le disait Frédéric. Et pour préciser, là, on a parlé de tests automatiques unitaires. Il y a les tests d'intégration, les tests, on va dire, au niveau de l'interface, au niveau utilisateur. Il y a d'autres tests qui sont automatisables. Bien entendu, les tests de performance sont automatisables. Les tests de sécurité aussi sont automatisables. C'est-à-dire qu'on peut automatiser via les outils qui le font l'attaque d'applications web, de sites internet, et à chaque mise en production, rejouer toute une série d'attaques tout à fait standards. Donc, les tests de sécurité sont automatisables. Et il y a d'autres outils aussi de tests automatiques, par exemple, qui vont vérifier la syntaxe du code. Donc, il y a énormément de types de tests qu'on peut automatiser. Là encore, lesquels utiliser, une fois de plus, ça dépend du contexte. Si vous êtes dans un contexte où il y a besoin de beaucoup de sécurité, automatisez vos tests de sécurité. Si vous êtes dans un contexte où vous avez eu des problèmes de performance, automatisez vos tests de performance. Il faut toujours s'adapter à la nature du contexte qu'on rentre. Ça marche. Merci pour toutes les précisions. Profitez-en si vous avez des dernières questions à poser, à les mettre dans la conversation pour qu'on puisse les poser pour vous. Je crois qu'on a fait le tour du coup. Ça sonne chez... Pardon. C'est pour dire une bêtise en plus. Ah ouais, Si ça sonne chez tout le monde, c'est le livreur de pizza, parce que d'habitude on fait pizza bière à la fin. ah ouais. Donc du coup... Promis, dès qu'on peut, dès que c'est sûr. Je sais par exemple que la FUP, là en ce moment, c'est en présentiel à MAM, mais je ne sais pas dans quelles conditions. Donc promis, tiens, on prend note pour les TDD et BDD. On prend rendez-vous pour 2021, qui serait une superbe année, je vous le promets. On mettra des petits astérix en bas du contrat. Juste avant de se quitter, si jamais il y a pour poser des questions, juste deux petites remarques pour Tadix. Donc le mois prochain, ce sera le 20 octobre. Donc réservez vos agendas. Et deux, si parmi les gens qui regardent, là, il y a certains qui veulent présenter des sujets, n'hésitez pas à proposer, même si c'est en cours de réalisation ou en cours d'idée. On peut aussi servir à ça parce que ça reste orienté, c'est de la bienveillance. Donc, venez nous présenter quelque chose. On sera très heureux de participer avec vous. N'hésitez pas à proposer des sujets et on essaiera de vous caser sur une session. En tout cas, merci Frédéric et Julien. Franchement, vous avez fait démarrer l'année en beauté. Une belle rentrée. Ouais, on était vraiment super contents de recommencer. Donc, voilà. N'hésitez pas à suivre un petit peu tout le monde. J'ai vu qu'il y avait plein de publications de Frédéric et Julien sur LinkedIn en ce moment. Donc, voilà, prenez de l'info, aimez, partagez et puis on se revoit bientôt. Et bravo Alex pour avoir gagné. Je devrais arriver à retrouver son adresse. Oui. On t'enverra. On te fera choisir. Allez, merci à vous. Ciao. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Vous aussi.